Les atouts du château de Creil sont clairement déjà toute l'histoire en fait, qu'il a vécue. Il faut savoir que le château date du XIIIe siècle, qu'il a appartenu d'abord au comte de Clermont, puis il a été repris au XIVe siècle par le roi Charles V le Sage pour en faire finalement un château encore plus imposant, avec des tours d'angle, des pavillons et finalement une aile est agrandie. C'est un château qui a connu les affres de la guerre, mais aussi des périodes de gloire. Par exemple, l'architecte Androuet du Cerceau, au XVIe siècle, a repris le château de Creil dans son ouvrage « Les plus excellents bâtiments de France ». Le projet de restauration et de mise en valeur de l'ancien château concerne principalement son aile nord, qui a préservé une salle médiévale complète et également des éléments architecturaux extérieurs. Il y a un diagnostic qui a été réalisé par notre maître d'œuvre, donc un architecte des monuments historiques, et ce diagnostic nous a permis de savoir que les pierres du château sont actuellement en mauvais état, les maçonneries souffrent, et donc l'idée c'est d'abord d'avoir des travaux de sauvegarde pour permettre au bâtiment d'être préservé dans le temps. Donc aujourd'hui, les travaux ont commencé et ils ont permis différentes études, notamment un diagnostic archéologique et des études historiques. Et grâce à ces éléments, nous avons pu découvrir un peu ce qui se cachait sous le remblai de cette salle médiévale. Nous connaissons aujourd'hui la profondeur de la salle, son ampleur, et il y a eu quelques découvertes, comme des fenêtres à coups-sièges par exemple, qui sont typiques du Moyen-Âge. Donc je suis Nicolas Bilot, archéologue, médiéviste. Je suis intervenu ici à la demande de l'architecte et du projet de restauration qui a sollicité le conseil départemental de l'Oise, qui a un service d'archéologie préventive, et qui m'a demandé d'intervenir ici pour réaliser une phase de diagnostic en mars 2019, puis une phase d'étude en octobre 2019, octobre-novembre. Et dans ce cadre-là, on étudie le site préalablement aux travaux de restauration qui sont prévus sur l'ensemble du château. Les fouilles archéologiques qui ont eu lieu ici pour le moment ont été ce qu'on appelle une phase de diagnostic. Donc un diagnostic, c'est un test partiel, ponctuel, de la surface de l'opération potentielle. C'est-à-dire qu'on teste 10-15% du site pour voir le potentiel archéologique qu'il a. Donc on a travaillé ici sous forme de sondage. On a fait des trous, des puits, si vous voulez, par-ci par-là, pour avoir des fenêtres de lecture. On a constaté que la salle dans laquelle on se tient, elle est remblayée sur environ 1,50 m à 1,80 m, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que normalement les plafonds sont, pour un visiteur du Moyen-Âge, 1,50 m plus haut. En fait, c'est nous qui marchons 1,50 m trop haut. Donc on marche là dans une salle qui est remblayée au fur et à mesure qu'on a modifié son utilisation. Alors la salle médiévale ici, vraisemblablement, il faut l'imaginer à l'origine, soit comme une salle domestique, une salle de réception, soit comme un espace technique, peut-être un gigantesque cellier et un magnifique cellier, ce qui n'est pas rare, hein, des beaux celliers sculptés, décorés, c'est un peu comme les belles caves de vieilles maisons que vous connaissez dans plusieurs villes. Et à partir de là, cette phase, elle a consisté à savoir ce qui restait, des éventuels sols anciens en profondeur, 2, ce qui composait la nature du remblai, les 1,50 m qu'on a sous les pieds, et 3, de savoir si ça valait le coup ou pas d'aller plus loin dans une seconde phase. Et là, ça sera la fouille exhaustive, la fouille totale de cette salle. Et par extension, on a fait la même chose dehors. Dehors, on a fait aussi un certain nombre de petits puits de sondage. Premièrement, parce que à terme, va devoir se réfléchir la protection, notamment contre les eaux de pluie, des bases des murs, avec l'intermédiaire éventuellement d'un drain ou d'une terrasse. Et donc, il a fallu aussi tester ce potentiel et on s'est rendu compte que dedans, comme dehors, on avait des vestiges médiévaux bien conservés, jusqu'à 1,50 m de profondeur sans aucun problème. Qu'en dessous, il y avait les fondations, qu'on n'a même pas atteintes pour le moment. Pour des raisons de sécurité, on n'est pas descendu plus bas qu'1,50 m. Et en réalité, on a du coup un site qui, même s'il a été très dénaturé ou très modifié en partie haute, en élévation, dans le sol, archéologiquement, il est plutôt bien conservé, voire même très bien conservé. En fait, il faut bien imaginer que la plupart du temps, quand on a un monument qui a 800 ans, on n'a pas vraiment un monument, on en a plusieurs. C'est-à-dire qu'ici, on a plusieurs châteaux empilés, remaniés les uns sur les autres. Mais en plus de ça, quand le château cesse d'être château, particulièrement à partir de la Révolution, il va devenir successivement une gendarmerie, une caserne de pompiers, enfin il va y avoir tout un tas d'activités qui vont le modifier sans cesse. Et on va aussi modifier les abords. C'est-à-dire que par exemple, tout près de ce château, juste en face du château, il y avait une très grosse église, une collégiale. Et cette très grosse église a été démolie, démantelée progressivement au XIXe siècle, puis on a mis un coup d'arrêt définitif au début du XXe siècle, en 1902. Et les blocs qui sont là, c'est les derniers blocs, les derniers vestiges de cette église-là. De la même manière, tous les murs qu'on a autour de nous, ils ont été remaniés, modifiés, transformés régulièrement. Par exemple, les voûtes que vous avez là sont des années 1220-1230. L'archère
que vous devinez là-bas au fond, elle date d'un siècle et demi après. Elle date à peu près des années 1360-1380. Donc on a plusieurs couches de modifications successives. On a créé des portes, on a bouché des fenêtres, etc. Et le job de l'archéologue, c'est aussi d'essayer de comprendre ça, d'expliquer ça, et puis de le présenter à la maîtrise d'œuvre pour qu'il restaure mieux, en comprenant mieux les différents destins du bâtiment. Donc nous nous trouvons à présent au deuxième étage de la partie aile nord du château. Donc cet étage en fait a été créé au moment de la caserne des pompiers, peut-être même avant, puisqu'il y avait des logements qui étaient réservés aux pompiers à cet étage, comme peut le montrer aujourd'hui le papier peint qui reste encore sur les murs. Cet étage-là est une création moderne. En fait, elle correspond à l'étage inférieur, le premier étage, et à la grande salle de l'ancien château médiéval. Cette grande salle servait au roi à accueillir ses convives, par exemple, et il pouvait y accéder par la porte qui se trouve juste derrière nous. Évidemment, comme le bâtiment a été coupé en deux, vous constatez juste que nous avons la partie supérieure de visible. Nous avons également les conduits de cheminée qui sont présents de ce côté et qui permettent de deviner la présence des cheminées à l'étage inférieur, donc dans cette grande salle. Au niveau du sol, nous avons découvert, lors du diagnostic archéologique, un plan technique. Donc aujourd'hui, nous travaillons pour essayer de deviner à quoi il peut correspondre ce plan, peut-être à l'escalier central du bâtiment qui a été réalisé au XIXe siècle. La première chose que l'on voit de l'ancien château médiéval, c'est cette tour d'entrée qui finalement est néo-gothique. Elle a été construite en 1871 pour le propriétaire du château de l'époque, Ernest Gallet. Donc on regarde de près cette tour et l'on constate finalement un monogramme G et également donc la date 1871. Alors quand on observe cette façade, il y a 3 éléments majeurs qu'il faut se figurer. Le premier, c'est qu'au devant, il y avait un grand fossé de 4 à 5 mètres de large probablement, mais profond d'au moins 4 mètres. Ce qui en fait un fossé très imposant, très important et qui était en eau. Ensuite, il faut bien comprendre qu'à l'origine, il n'y avait pas ce muret qui sépare les deux parties de la façade. Donc normalement, entre les tours, vous n'avez pas de mur. Et troisièmement, sur toutes les parties de la bâtisse médiévale, tout le rez-de-chaussée est médiéval, mais le haut, ce sont deux maisons indépendantes qui ont été reconstruites entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle sur la partie médiévale. Donc le haut est du XVIIIe, XIXe siècle, le bas est du XIIIe siècle. On se rend compte que la qualité des différents châteaux à toutes les périodes est toujours remarquable. Que ce soit les comtes de Clermont, qui étaient des grands barons, ou que ce soit les rois de France, ils ont bâti à Creil des châteaux de premier rang, qui sont comparables à des châteaux que vous connaissez de nom, Vincennes, le Louvre, Pierrefonds, La Ferté-Milon, Coucy, c'est-à-dire des monstres, des géants. Et Creil, c'était un château princier important. C'était un des 4 ou 5 châteaux royaux du royaume de France les plus importants en surface, en élévation. C'était un monstre absolu, posé sur une île, donc il avait les contraintes d'une île, mais il était remarquable du point de vue de l'esthétique et du point de vue de la conception.